Cette semaine, dans Carnet de santé, nous jetons un regard sur les missions humanitaires de santé et leur impact. Le Dr John Fielder, président de l'ONG African Mission Healthcare, s'exprime sur l'implication des missions humanitaires sur le continent africain. Enfin, les chenilles Mopane sont transformées en barres chocolatées en Afrique du Sud. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Chaque année, des milliers de médecins, infirmières, étudiants et autres professionnels de la santé se rendent dans divers endroits du monde pour des missions humanitaires durant un temps déterminé. Ces bénévoles offrent de leur temps et de leur expertise pour soulager de nombreux patients qui manquent de moyens pour se prendre en charge et ils sauvent des vies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique comptait en moyenne moins de 2 agents de santé pour 1000 habitants en 2015, bien en deçà des 4,5 pour 1000 requis pour atteindre les objectifs du développement durable. Les missions humanitaires santé ont commencé en Afrique au XIXe siècle à travers une mission religieuse. Elles représentent aujourd'hui au moins 25% des services de santé dans la plupart des pays africains, selon la publication scientifique AMA Journal of Ethics. Partons tout de suite au Sénégal où l'Africa Mercy, le plus grand navire hôpital civil du monde, est en escale au port de Dakar pour fournir des soins chirurgicaux gratuits aux populations. Reportage de Khalil Gueye depuis Dakar. Dans la plupart des pays africains, les systèmes de santé se caractérisent par des établissements de santé publics sous-financés. Et l'Afrique de l'Ouest est en retard par rapport au reste du continent. Ici, les hôpitaux et les centres de santé sont souvent qualifiés de mouroirs. Dans de telles conditions, quel serait l'avenir pour le jeune Mohamed et Marie-Madeleine qui souffrent de déformités? Mohamed est un patient maxillofacial. Tout a commencé avec un très petit bouton, nous dit son père Maktar. Mohamed a déjà eu une chirurgie dans un hôpital local pour enlever sa tumeur faciale. Mais l'opération ne s'est pas bien déroulée. La tumeur est revenue et croissait de nouveau. Le père et le fils avaient perdu espoir. Marie-Madeleine, 13 ans, est une patiente orthopédique. Elle a été intimidée et moquée à l'école. Sa grand-mère nous dit que c'était très douloureux, mais que sa fille a continué de se rendre à l'école. Marie-Madeleine et Mohamed n'ont eu d'autre choix que d'accepter la croyance générale de leur communauté qui pense que leur condition est causée par des forces surnaturelles ou par une sorcellerie malveillante. Seul l'espoir les a maintenus en vie. Marie-Madeleine scrute l'horizon. Au loin, l'île de Gorée, d'où, au temps de l'esclavage, des navires occidentaux partaient avec des esclaves dans des conditions sous-humaines, stockés dans les cales. Mais le navire qu'elle voit ne s'arrête pas à l'île, mais continue pour jeter l'ancre au port de Dakar. C'est l'Africa Mercy, le plus grand bateau hôpital en service. Un bateau énorme avec la grande mission de transformer des vies et de servir des nations. Ainsi, l'espoir a flotté sur Africa Mercy jusqu'aux rives du Sénégal, apportant gratuitement la joie et la médecine du XXIe siècle à Marie-Madeleine, à Mohamed et à des milliers de malades similaires. Nous travaillons sur le problème de l'accès à une chirurgie sûre, abordable et opportune, par le biais de soins chirurgicaux directs, et nous arrivons avec nos bateaux hôpitaux pour offrir une chirurgie gratuite à ceux qui ne peuvent pas accéder à la chirurgie pour une raison ou pour une autre. Et voici le nouveau navire hôpital, le Global Mercy, 174 mètres de long, avec 12 ponts et une capacité d'équipage de 641. Un hôpital beaucoup plus grand qui permettra de traiter beaucoup plus de patients que sur l'Africa Mercy.
Il est construit en gardant à l'esprit la formation des prestataires locaux. Les espaces ici sont donc plus grands pour accueillir ce rôle d'observateur, ce mentorat et cette composante de formation. Des épouses bannies par leur mari ou des enfants moqués à l'école retournent dans leur communauté changés, radicalement transformés et dignes de retrouver leur place dans la communauté. Avec un sourire tout neuf. Khalil Gueye pour VOA News, Dakar, Sénégal. Le Dr John Field est cofondateur et président-directeur général de l'ONG African Mission Healthcare. Il nous en dit plus sur l'impact des missions humanitaires santé et ce qu'elles impliquent. Nous ne parlons pas de voyages de missions médicales à court terme. Nous parlons de partenariats à long terme avec des missions médicales qui existent généralement dans leur région depuis 50, 75 ou même 100 ans. Au fil du temps, beaucoup de ces hôpitaux n'avaient plus de lien avec leurs agences fondatrices, dont ils n'ont pas toujours eu accès aux ressources comme auparavant. Donc, nous venons aux côtés de la direction de l'hôpital pour écouter ce dont ils ont besoin. Les besoins sont différents selon les hôpitaux. Certains pourraient avoir besoin d'infrastructures de base, comme en ce moment dans quelques hôpitaux, que nous aidons avec de l'eau. Nous parrainons plusieurs résidents en chirurgie pédiatrique et nous avons aidé à démarrer un programme de formation en chirurgie cardio-thoracique au Kenya. Cela couvre vraiment toute la gamme de besoins fondamentaux à la formation et aux prestations de services beaucoup plus avancées. Quand on parle de la situation médicale en Afrique, on entend souvent beaucoup de désespoir et il y a beaucoup de frustration parce qu'il y a tellement de besoins qui ne sont pas satisfaits. Mais je pense que nous devons vraiment prêter attention aux réussites. Par exemple, le taux de mortalité des personnes de moins de 5 ans ont chuté au cours des 25 dernières années. Même chose avec le taux de mortalité maternelle, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Je suis venu pour la première fois en Afrique de l'Est, au Kenya, il y a 20 ans, et l'épidémie de VIH était hors de contrôle à cette époque. Il y avait très peu à offrir aux patients et la situation est bien différente aujourd'hui. Il y a tellement de patients qui vivent une vie pleine et en bonne santé et notre organisation a formé de nombreux prestataires de soins cliniques en matière de VIH. Les diplômés de nos programmes se trouvent actuellement dans tout le pays pour voir des patients, dirigeant souvent eux-mêmes des programmes de traitement. Si vous êtes prêt à tenir le coup sur le long terme, vous pouvez vraiment voir un impact incroyable. Il y a toujours cet équilibre entre la satisfaction des besoins humains immédiats et la construction à long terme. Pour notre organisation, nous nous concentrons beaucoup plus sur les solutions à long terme et sur la construction de systèmes qui dureront. J'ai participé à la création d'une unité de soins intensifs au Kenya il y a plus de 15 ans et pendant la pandémie de COVID-19, les compétences que les agents de santé avaient acquises dans cet hôpital ont aidé à sauver de nombreuses vies grâce aux soins intensifs. Nous avons pris des engagements de 10 ans auprès de plusieurs hôpitaux pour leur fournir des ressources sur cette période. Le mot durabilité est évidemment un mot à la mode et c'est un terme et un concept important, mais vous savez, je suis américain et je sais que le système médical américain dépend fortement du soutien du gouvernement. Il dépend également et fortement du soutien philanthropique. Ce n'est pas seulement ce que les patients payent de leur poche. Et donc, si c'est vrai dans les parties les plus riches du monde, alors ça doit vraiment être vrai ici aussi. Nous n'allons pas créer un système entièrement autonome en seulement une décennie ou deux. Il y a souvent des défis indépendants de la volonté de quiconque. Nous soutenons plusieurs cliniques au Soudan du Sud et au Soudan, et ce sont des régions qui ont connu beaucoup d'instabilité politique. Mais malgré cela, les agents de santé ont été incroyablement engagés et courageux, et cela comprend souvent des équipes de missionnaires et d'agents de santé africains travaillant ensemble pour continuer à fournir des soins de santé aux populations. Médecins sans frontières a déployé une équipe d'experts dans un village de la région de Damagaram, dans le sud-est du Niger, où au moins 30 cas de malnutrition infantile sont enregistrés quotidiennement. L'équipe soigne également les personnes atteintes de paludisme et distribue des moustiquaires aux habitants du village de Magaria. Youssouf Abdoulaye a réalisé ce reportage relaté par Mohamedou Humfa.
Dans cette ville de Magaria, située à 90 km de la ville nigérienne de Damagaram, les hôpitaux enregistrent une augmentation du nombre d'hospitalisations d'enfants. La plupart des enfants admis dans cet hôpital souffrent de malnutrition sévère, avec au moins 30 enfants admis chaque jour. Parmi ces enfants souffrant de malnutrition, il y a celui de Safaraou qui a besoin de soins urgents. Il a la diarrhée et souffre de quelques lésions dans la bouche. Les médecins ont dit qu'il souffrait de malnutrition et nous ont admis ici. Dans un autre hôpital, à Tinkim, un village situé à 15 km de la ville de Magaria, les autorités disent recevoir au moins 200 enfants chaque jour souffrant de certaines maladies liées à l'arrivée de la saison des pluies. Les maladies les plus courantes que nous voyons ici sont la diarrhée, les vomissements, le paludisme, les rhumes graves et légers et la malnutrition. Les médecins de MSF sont actuellement dans la région pour soigner des enfants souffrant de malnutrition et de paludisme. Ils distribuent également des moustiquaires imprégnés dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Le nouveau que nous avons préparé au niveau de Magaria, c'est juste le renforcement du niveau des axes externes, donc de la communauté. Au fait, nous sommes plus focalisés au niveau de la communauté pour essayer un peu de rapprocher les soins au niveau de la communauté. Et puis dans l'objectif de réduire un peu les afflux de patients au niveau de notre unité pédiatrique, contrairement aux années passées. Selon MSF, le nombre d'enfants souffrant de paludisme et de malnutrition pourrait augmenter dans la région au cours des prochains mois, au fur et à mesure que les précipitations augmentent. Les chenilles Mopane transformées en barres chocolatées. Eh bien, en Afrique du Sud, une start-up ambitionne de changer la façon dont les chenilles Mopane sont perçues et consommées dans le monde. À l'occasion du salon Hostex 2022 à Johannesburg, la fondatrice de l'entreprise, Wendy Vesela, fait goûter ces petites bestioles transformées à des clients à la fois intrigués et enchantés. Récit d'Ilidico. Dans de nombreuses parties du monde, l'idée de manger des vers ou des insectes semble a priori peu appétissante. Mais une ingénieure chimiste sud-africaine, Wendy Vesela, a trouvé le moyen d'utiliser les chenilles Mopane, des insectes riches en protéines et en fer, pour en faire des biscuits, des barres chocolatées, des céréales ou encore des boissons smoothie. Nous venons de goûter un peu de chocolat aux chenilles Mopane. C'est en fait bon, la barre énergétique a le même goût que le chocolat normal. Elle est agréable à manger et moelleuse, avec quelques morceaux de cette protéine à l'intérieur. C'est intéressant, c'est sympa, c'est une belle initiative entrepreneuriale. Pour faire de son idée un projet concret, Wendy Vesela a mis en place un procédé de transformation qui permet de réduire les insectes en poudre protéinée. Son objectif était de créer un produit bon et novateur, inspiré de sa province natale du Limpopo, où les chenilles Mopane font partie des aliments de base. Incroyable. Nous adorons le salon Hostex. C'est incroyable, tout est si novateur. Il y a beaucoup de produits. Qui aurait cru que vous pouviez faire de la farine avec des chenilles Mopane? C'est incroyable. Tellement bon. En plus d'être délicieuses, les barres chocolatées à base de chenilles Mopane sont également riches en nutriments. Les Mopane sont un super aliment. Leur profil nutritionnel est assez phénoménal. Ils contiennent 60% de protéines. Les protéines sont un élément dont nous avons besoin tous les jours en fonction des différents types d'aliments que nous consommons. C'est donc l'un des principaux avantages des chenilles Mopane, cette source naturelle et biologique de protéines qui devient une source alternative de protéines. Bien au-delà de l'aspect nutritif, ce que Wendy préfère, c'est la réaction des gens face à ces produits, entre peur, étonnement et satisfaction. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.